Bonjour à toutes et à tous et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres qui vous seront développés. Le Premier ministre a reçu la visite de courtoisie de la coordinatrice résidente du système des Nations Unies à Djibouti dans son cabinet. Et Kim Jong-un arrive donc au Vietnam pour son second sommet avec Donald Trump. Merci à tous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui un message de félicitations à l'émir de l'État du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, dont le pays célèbre l'anniversaire de sa fête nationale. Dans son message, le président de la République a rendu un vibrant hommage à la nation sœur et amie koweïtienne pour l'essor réalisé dans la quasi-totalité des secteurs de son développement, source de bien-être et d'épanouissement pour tous ses concitoyens. Le chef de l'État djiboutien a également profité de l'occasion de ce télégramme pour réitérer à l'émir du Koweït sa disponibilité et celle du gouvernement et du peuple de Djibouti à œuvrer en permanence au renforcement des liens privilégiés qui le lient donc à l'État et au peuple frère du Koweït. En dehors du renforcement de nos relations bilatérales, soyez sûrs, Votre Majesté, que la République de Djibouti ne manquera jamais d'imprimer, aussi bien au sein des structures régionales, continentales, multilatérales qu'internationales, sa solidarité et connivence avec l'État frère et ami du Koweït, a écrit en substance le président Guelleh, qui a réitéré ses vœux de bonne fête à l'émir du Koweït ainsi qu'à tous les concitoyens de ce pays, frères et amis. Dans l'actualité, donc à présent, le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu aujourd'hui Barbara Mandi, la coordinatrice résidente du système des Nations Unies à Djibouti. L'audience s'est déroulée dans le salon d'honneur de la primature en présence du secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Kamil. Abdelkader Kamel Mohamed a félicité Barbara Mandi pour sa récente nomination au poste de coordinatrice résidente et l'a invitée, après les salutations d'usage, à prendre la parole. Madame Mandi s'est dit donc être honoré d'être reçu par le Premier ministre et a loué les efforts de la République de Djibouti sous le leadership du président de la République. En effet, a-t-elle poursuivi, Djibouti étant champion dans l'atteinte des objectifs du développement durable. La rencontre avec le Premier ministre est aussi l'occasion de connaître la vision du gouvernement. Madame Bandi a poursuivi en évoquant la réforme du système de développement des Nations Unies qui a abouti au découplage de la fonction principale de coordination résidente des Nations Unies et des représentations résidente du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Par ailleurs, entre autres thèmes abordés par la coordinatrice régionale, figurait notamment la prochaine organisation au mois de mars de la réunion annuelle de toute l'équipe pays du système des Nations Unies, composée des agences résidentes et non résidentes des Nations Unies, dont le champ d'action couvre Djibouti. Au terme de la rencontre, le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim a salué le solide partenariat entre Djibouti et le système des Nations Unies et exprimé sa hâte d'explorer avec la coordinatrice résidente la meilleure façon de travailler. À titre d'information, la nouvelle fonction élève donc de facto Madame Mandi au plus haut rang officiel des Nations Unies dans le pays et lui permet de reporter directement au secrétaire général des Nations Unies au niveau de Djibouti. Dans le cadre du 40e anniversaire du parti RPP, le comité des festivités du 40e anniversaire a organisé hier au Palais du Peuple un atelier de restitution des travaux de la plateforme d'échange des réflexions. L'atelier a été placé sous le haut patronage du vice-président du RPP, Abdelkader Kamel Mohamed. La journée riche en émotions a rassemblé notamment le secrétaire général du parti, Ilyas Moussa Dawale, le président de la commission ad hoc du parti, Naguib Abdallah Kamil, plusieurs membres du gouvernement, des enseignants, chercheurs de l'université, de hauts cadres, également des différents ministères et plusieurs sympathisants et militants du parti RPP. L'objectif de cet atelier était d'étendre sa pensée en y associant les intellectuels dont les analyses critiques et recommandations permettront d'envisager un avenir avec espoir. 4 grands thèmes ont été abordés à l'ordre du jour de cette réunion, donc, à savoir comment favoriser les échanges entre les intellectuels et le parti RPP, la paix et la concorde nationale, la participation de la femme djiboutienne dans la vie politique et partisane, et enfin comment rendre le développement plus inclusif et profitable à tous les Djiboutiens, en particulier à la jeunesse du pays. Chaque thème a été présenté par un enseignant-chercheur de l'université de Djibouti.
Et prenons donc entamant la série des interventions, le président de la commission ad hoc du parti RPP, Naguib Abdallah Kamil, a indiqué donc que la plateforme d'échange et de rencontre entre le parti RPP et les intellectuels est une initiative du vice-président du parti pour rehausser la célébration du 40e anniversaire de la création du parti RPP, survenue donc en 1979 à Dikil, une étape cruciale et décisive de la sauvegarde de l'unité et de la cohésion nationale selon le président de la commission ad hoc. Il est revenu également sur les pionniers de l'accord d'Ab'a qui a donc ouvert quelques hommes d'exception. En premier, le président Ismaël Omar Guelleh sur les différentes thématiques dans les débats de la plateforme. Il a précisé également que le RPP est aujourd'hui mature. L'ouverture du parti et la contribution des intellectuels constituaient une valeur ajoutée à l'évolution du RPP et sa transformation afin de drainer du sang neuf et des réflexions diversifiées à tous les organes du parti. On écoute le président de la commission ad hoc du RPP. Nous questionner avec lucidité, mettant toujours en avant l'intérêt suprême de la nation djiboutienne et le bien-être de ses citoyens. Le premier thème s'impose par l'âge de maturité de notre parti et les transformations qui s'y opèrent ou doivent s'y opérer. La question traitée mérite toute notre attention. Comment améliorer les échanges entre le RPP et les intellectuels? À cet âge de maturité, il est opportun d'irriguer de sang neuf et de réflexions diversifiées le corps du parti pour donner vigueur aux sèves alimentant tous les organes qui le composent. Le second thème, relatif à la consolidation de la paix et de la concorde nationale, constitue l'identité même, voire l'ADN de notre République qui est une et indivisible. Grâce à l'unité au sein de notre parti, les Djiboutiens ont su préserver la paix et l'unité lors du conflit armé de 1991 qui s'est réglé sans aucune médiation extérieure. La palette d'intellectuels participant à ces travaux est impressionnante. Cela n'est pas un pur hasard, mais constitue le fruit d'une politique d'investissement volontariste de notre président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, dans la formation des ressources humaines qualifiées. Ce qui nous amène au troisième thème, qui est consacré à l'émancipation de la femme et pose la question de sa participation dans la sphère partisane. Les travaux de ce groupe mettent en exergue la locomotive que constitue l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, sous la houlette de la première dame, son Excellence Khadra Mohamed Haïd, dans la transformation de notre parti, dont le cœur du militantisme et de la mobilisation se déplace chaque jour du côté de la femme. Le quatrième thème va dans cette perspective, traitant de la question suivante. Quelle stratégie politique le RPP doit-il proposer pour rendre le développement plus inclusif et profitable à tous les Djiboutiens, en particulier à la jeunesse du pays? Je voudrais, chers amis, conclure mes propos en soulignant que le regard lucide et critique porté sur le chemin parcouru de notre parti est l'occasion de mettre en perspective ce que nous voulons pour notre pays et le choix à faire, les défis à relever, les obstacles à franchir et la vision commune et partagée pour un destin commun. Et pour sa part, le secrétaire général du parti RPP, Ilyas Moussa Daoualé, a félicité les intellectuels pour leur contribution. On l'écoute. Autour des enjeux passés et des enjeux à venir pour notre pays, mais en particulier pour notre parti. Les valeurs fondatrices de notre parti, telles que les aînés, Allah arhamahum, à commencer par le président Hassan Gouled Abtidon, en passant par Barkhad Gourad Hamadou, Allah arhamahum, et beaucoup d'autres valeureux vaillants de cette patrie, mais également de ce parti, ont voulu le RPP comme le socle
d'une unité, de construire une communauté de destin, de construire un peuple qui est uni sur l'unité, sur la fraternité, sur la construction d'une communauté partageant les mêmes destins et dans la diversité. Et alors, la question que je me pose, et je pose à vous également aujourd'hui, est-ce que ces valeurs sont d'actualité? Et enfin, le vice-président du parti, Abdelkader Kamel Mohamed, a indiqué que cet atelier de réflexion permettra de faire évoluer le parti pour le bien du peuple. Mesdames et messieurs, dans le cadre de la commémoration du 40e anniversaire du RPP, la direction du parti a organisé, vous le savez, plusieurs manifestations, aussi bien historiques que festives, celles-ci rappelant que ce parti est à l'origine de tous les succès obtenus et qui ont transformé aussi bien notre économie que notre société. Fer de lance de la politique gouvernementale, il a permis un développement économique remarquable, des grandes avancées démocratiques et la création d'une société moderne dans le respect des traditions qui constituent le socle de notre unité nationale. Forte de tout cela, la direction du parti a voulu aller encore plus loin dans la réflexion. Elle a décidé d'élargir sa pensée en y associant les intellectuels. C'est cet espace que vous occupez aujourd'hui. Les analyses critiques et propositions permettront de faire évoluer le parti pour le bien du peuple, le renforcement de notre unité et la consolidation de la paix. Elles permettront d'envisager l'avenir avec espoir, en allant vers des horizons heureux, où l'égalité existera pour tout citoyen, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, issus de toutes les régions. Le 40e anniversaire du parti, une conférence d'échange et débat sur le militantisme au sein du parti RPP s'est tenue hier après-midi au centre de conférence City Hall. La vice-présidente du comité de mobilisation, Mouna Ousmane Aden, des doyens du parti, des militants, sympathisants et adhérents du parti et les députés, mais aussi la maire de la ville de Djibouti ont participé à cet événement. En effet, donc, cette rencontre avait pour but de transmettre des messages de militantisme de nos aînés, donc ainsi qu'à leur sacrifice durant ces 40 ans d'existence aux jeunes adhérents et sympathisants du parti. Et à cette occasion, donc, pour tous ces auditeurs issus des différentes institutions, de profiter donc de ce débat très riche en histoire du parti et celle de notre pays. Pour ce faire, des jeunes femmes ont eu l'opportunité donc de profiter et de poser des questions sur plusieurs thématiques, à savoir le rôle de la femme au sein du parti. Et dans un mot prononcé à cette occasion par des femmes militantes, elles ont rappelé donc leur adhésion à cette partie et le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui.
Dans le cadre de la commémoration du 40e anniversaire du parti RPP, la commission culturelle de l'annexe quartier 3 s'est rendue donc jeudi dernier dans l'annexe de ce même quartier pour organiser des concours culturels. À cet effet, de nombreuses activités culturelles ont été présentées, à savoir un campement traditionnel somali avec tous les accessoires. Et à l'issue donc de cette manifestation culturelle, les troupes de l'annexe quartier 3 ont présenté leur danse folklorique, récitation de poèmes mais aussi chansons donc sur les résultats du parti comme le progrès, la stabilité et le développement réalisé du pays. À noter que cette activité entre dans le cadre de la commémoration du 40e anniversaire du parti qui va célébrer le 4 mars prochain. Et l'objectif donc et la mission de cette commission a été de mettre en place des jeunes talents de la meilleure annexe de la capitale. Ces concours culturels organisés dans le cadre donc de ces festivités a vu la participation des membres de la commission, du président de l'annexe, des doyens de l'annexe, des militants, adhérents, sympathisants ainsi que le public de ce quartier. Le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdoun, a eu hier après-midi une réunion de travail avec l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, Larry André, accompagné de son nouveau attaché de défense, le commandant Sean Hayes. La rencontre s'est déroulée en présence du chef du cabinet du ministre de la Défense, le commandant Ilyas Abdullahi, et du conseiller technique du ministre El-Tere Ibrahim. Cette rencontre a valeur de prise de contact entre le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdoun, et le nouveau attaché de défense, Sean Hayes. Il a été introduit auprès du ministre par l'ambassadeur des États-Unis, Larry André. La rencontre a essentiellement porté également sur les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples. Il a été question également des voies et moyens susceptibles de les renforcer. Le ministre Ali Hassan et l'ambassadeur Larry André ont évoqué également le cadre du partenariat stratégique États-Unis-Djibouti en matière de défense et sécurité dans la région. Et sur ce point précis, le ministre Ali Hassan a émis le souhait de voir cette coopération militaire et sécuritaire se consolider davantage. Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, et la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Janabou Maondé, ont signé les documents du plan de travail conjoint entre le ministère de l'Éducation nationale et l'agence onusienne. La cérémonie s'est déroulée au cabinet du ministre en présence du secrétaire général et du directeur général de l'administration du MENFOP. Le ministre et la patronne de l'UNICEF, qui préside également le groupe local des partenaires de l'éducation, ont largement évoqué la coopération renforcée entre leurs deux institutions. Le ministre s'est félicité de la parfaite collaboration entre son département et l'UNICEF. Sous votre houlette, l'UNICEF et le groupe local des partenaires de l'éducation apportent un soutien sans faille au MENFOP, s'est-il réjoui. L'occasion pour Janabou Maondé de retourner à ce bel hommage au MENFOP qu'elle a félicité pour l'excellent travail en faveur des enfants. Elle a réaffirmé le soutien total de l'UNICEF et le renforcement de la coopération du groupe des partenaires locaux de l'éducation qu'elle préside. l'UNICEF et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Et il s'agissait de nous assurer que nous puissions renforcer déjà la coopération que nous avons à travers donc ce plan de travail qui exprime clairement quels sont les axes stratégiques sur lesquels nous allons collaborer. Il s'agit dans un premier temps de nous assurer qu'on mette en place et en œuvre la stratégie du préscolaire et dans un deuxième temps aussi toutes les interventions autour des écoles rurales. Et cela fait suite aussi à la mission conjointe que nous avons menée la semaine dernière et qui nous a aussi démontré qu'il y avait encore une nécessité de pouvoir renforcer les interventions en cours et de nous assurer que nous mettons en œuvre de manière spécifique le plan d'action de l'éducation et que nous assurons aussi que la politique que le ministère de l'Éducation met en place depuis quelques années puisse aussi se réaliser de manière systématique. Toujours en nouvelle nationale, les travaux de la première conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la commission climat pour la région du Sahel se sont tenus hier donc à Niamey en République du Niger sous la présidence du président Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger et président de la commission climat pour la région du Sahel. Lors de cette conférence, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, était représenté par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed
Ahmed, accompagné de Hussein Rilash, directeur de l'environnement. Ont pris part à cette importante rencontre les présidents, les premiers ministres des pays membres de la commission climat pour la région du Sahel, ainsi que le président de la République du Congo et président de la commission climat du bassin du Congo. Lors de ce sommet, la conférence a été précédée par la 3e réunion des ministres en charge de l'environnement des pays membres de la commission climat pour la région du Sahel, tenue le 23 février dernier à Niamey. Cette conférence avait pour objectif l'adoption du plan d'investissement climat pour la région du Sahel sur la période 2019-2030 et son programme régional prioritaire pour catalyser les investissements climat dans la région du Sahel pour la période 2020-2025 et le dispositif institutionnel de mise en œuvre de ce programme. Et enfin, donc, pour clore l'actualité nationale, donc la dimension genre dans les secteurs du bâtiment, donc les transports et la logistique, tel était donc le thème de l'atelier qui s'est ouvert donc ce matin à la Chambre de commerce de Djibouti. Intégrer les femmes dans les secteurs privés, notamment le secteur du transport et du bâtiment, c'est le thème donc de cet atelier de sensibilisation qui s'est ouvert ce matin à la Chambre de commerce. La suite dans cette séquence. Les femmes dans le secteur privé, notamment le secteur des transports et des bâtiments, c'était le thème de cet atelier de sensibilisation qui s'est ouvert ce matin à la Chambre du commerce. Cet atelier est organisé par la Chambre du commerce en étroite collaboration avec le USAID, qui va durer 2 jours, a permis d'ouvrir les discussions sur les défis, les contraintes liées au genre que rencontrent les femmes dans le secteur privé et comment les pouvoirs publics peuvent négocier ces obstacles aux moyens d'intervention politique sensibles au genre pour une meilleure intégration. Cet atelier de sensibilisation a permis de rassembler les différents acteurs du secteur privé afin que la donne soit changée, de faire évoluer les normes sociales concernant la perception des rôles liés au genre. Dans son mot d'ouverture, le représentant par intérim de USAID, M. Alpha Diallo, a souligné que cet atelier s'intégrait parfaitement dans les objectifs du gouvernement djiboutien. Les jeunes femmes qui réussissent à trouver un emploi dans des domaines techniques risquent souvent d'être victimes de discrimination fondée sur le sexe, sur leur lieu de travail. C'est pourquoi, pour répondre à cet enjeu, le gouvernement de la République de Djibouti a décidé de se doter non seulement d'une politique nationale genre pour s'engager en faveur de l'équité et d'accélérer la réalisation des objectifs d'un développement humain durable, et aussi le gouvernement s'est doté de lois et de règlements qui stipulent l'égalité des sexes en matière de possibilités d'éducation, de formation, d'emploi et de rémunération. Quant à lui, le président de la Chambre de commerce, M. Youssouf Moussa Dawale, a rappelé les objectifs cruciaux de cet atelier. Cet atelier financé par l'USAID est crucial, car il permettra de sensibiliser, d'informer le secteur privé sur l'importance de l'intégration des femmes dans les métiers de la logistique, de la construction et du transport, environnement professionnel majoritairement masculin jusqu'à ces jours. L'évaluation préliminaire genre réalisée par l'équipe EDC, Education Development Center, en mars 2017 a démontré que les femmes issues de la formation technique et professionnelle rencontrent des obstacles, tels que les normes culturelles qui empêchent leur accès à ces domaines techniques. Après les discours, une projection a été faite par une équipe du projet d'employabilité de la main-d'œuvre appelé PED. Elle portait sur le résultat d'une étude qui a été faite, les grandes problématiques liées à l'intégration des femmes dans les secteurs du bâtiment, des transports et de la logistique. Rappelons que l'intégration des femmes dans ces secteurs non traditionnels devrait apporter d'importants résultats en matière d'égalité et appuieront la réalisation des objectifs du développement durable qui visent à parvenir à l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes et d'autres cibles des objectifs du développement durable liés au genre. Et enfin, donc, dans l'après-midi d'hier, l'association Arkeina pour le développement d'Obok a organisé un concours pour les étudiants en anglais dans le centre de développement communautaire de la région. Et donc, l'objectif de ce concours était de constater dans un premier temps le niveau d'apprentissage de ces jeunes et également promouvoir l'anglais dans la région d'Obok. Ont été conviés donc à cet événement des personnalités importantes donc de la région d'Obok, comme la directrice administrative et financière du secrétariat d'État à la
la jeunesse et au sport, le président de la fédération de l'annexe RPP d'Obok, également le président de l'association Arkena et les autres membres de la société civile. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. Kim Jong-un est arrivé au Vietnam aujourd'hui après un lent périple ferroviaire à travers la Chine pour une deuxième rencontre avec Donald Trump, lourde d'enjeux au vu du caractère largement symbolique de la déclaration du président et du précédent sommet de Singapour. La capitale vietnamienne se préparait à accueillir donc demain et jeudi ce nouveau rendez-vous entre le dirigeant nord-coréen et le président américain qui espère arriver à la dénucléarisation du Pyongyang, même s'il affirme être prêt à prendre son temps. Le président américain, qui emprunte une voie plus conventionnelle en se rendant à Hanoï avec Air Force One, devrait de son côté atterrir dans la capitale vietnamienne dans la soirée. Donald Trump s'est voulu optimiste, assurant hier donc attendre avec impatience un sommet très productif. Très peu de détails ont filtré sur la rencontre. Les deux dirigeants dîneront ensemble demain soir en compagnie de certains de leurs conseillers. C'est ce qu'a indiqué à la presse depuis Air Force One Sarah Sanders, la porte-parole de la Maison-Blanche. Le chef de la diplomatie iranienne démissionne. Le ministre des Affaires étrangères iranien, Mohammad Javad Zarif, négociateur en chef de l'accord international sur le nucléaire iranien de 2015, a annoncé qu'il démissionnait de son poste, une décision que le chef de la diplomatie iranienne a rendue publique sur son compte Instagram. La démission de M. Zarif a été confirmée de sources officielles iraniennes. Celle-ci doit néanmoins être acceptée par le président iranien Hassan Rouhani. Le ministre des Affaires étrangères a dirigé donc la diplomatie iranienne pendant tout le long mandat du président Hassan Rouhani, qui fait figure de modéré en Iran et a été reconduit à ce poste après sa réélection. Zarif donc a été le négociateur en chef côté iranien de l'accord de 2015 conclu entre l'Iran et le groupe 5+1, la Chine, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Russie et Allemagne, pour mettre fin à 12 ans de crise autour de la question nucléaire iranienne. Et enfin, Brexit, donc vers un second référendum, l'opposition britannique va demander donc au Parlement le maintien post-Brexit du Royaume-Uni dans l'union douanière de l'Union européenne, sinon elle réclamera la tenue d'un deuxième référendum. Le Labour lance son offensive pour éviter ce que son leader Jeremy Corbyn appelle le Brexit destructeur des conservateurs de Theresa May, alors que cette dernière se donne jusqu'à 12 mars pour sortir donc d'une impasse au Parlement et lui faire voter son accord. Les députés doivent débattre donc demain des prochaines étapes du processus de départ de l'Union européenne. C'est dans ce contexte que le Parti travailliste pourrait déposer deux amendements. Le premier en faveur du maintien du pays dans l'Union douanière à sa sortie de l'Union européenne. S'il n'est pas accepté, l'opposition pourra déposer un second amendement pour soutenir un nouveau référendum sur le Brexit. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.